Bien, merci, merci beaucoup. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. C'est un peu un challenge de parler de la Chine en 20 minutes, mais je vais essayer. Je voudrais d'abord me présenter. Donc moi, je fais de l'investissement entre l'Europe et la Chine depuis 4 ans et demi. J'ai rejoint un fonds d'investissement qui s'appelle Cathay, comme la compagnie aérienne, mais qui n'a rien à voir avec la compagnie aérienne, qui est un fonds français, en fait, financé en grande partie par l'industrie française et qui investit en Europe et en Chine. Et à ce titre, c'était d'ailleurs mon souhait le plus profond, je vis en temps normaux entre Paris et Shanghai. Donc, je passe la moitié de mon temps en Chine depuis maintenant pratiquement 5 ans. J'ai moi-même j'ai auparavant vécu 2 ans en Chine entre 2010 et 2012 dans la fonction publique où j'étais ce qu'on appelle pompeusement ministre conseiller pour les affaires économiques auprès de l'ambassade, c'est-à-dire que je m'occupais de tout ce qui était business et relations financières entre les deux pays, financières, industrielles, agricoles, enfin tout ce qui n'était pas politique, culturel ou éducatif. Avant d'occuper les fonctions actuelles, les fonctions qui sont les miennes, j'ai passé un très long moment au ministère des Finances où j'ai notamment créé puis dirigé l'Agence des participations d'État. Puis j'ai dirigé la direction, comme vous l'avez rappelé, la direction générale du Trésor. Voilà, alors bon, quelques mots sur la Chine. D'abord, je ne vais pas vous assommer avec une présentation de la macroéconomie chinoise ou du système politique parce que franchement, vous trouverez ça ailleurs. Je vais surtout essayer de vous parler de façon concrète et, pardon, parfois un peu anecdotique de ce que je vis, de ce que je vois en Chine quand j'y suis. Et je précise que je suis maintenant vraiment en proximité du monde économique micro. Ce n'est pas des grandes thèses sur la macro, c'est la rencontre tous les jours avec des entrepreneurs, des gens qui créent des entreprises en Chine ou des investisseurs, mais aussi évidemment toute la vie personnelle, le réseau d'amis que je peux avoir et les gens que je fréquente au quotidien de tout milieu en Chine. Alors, une petite précision, et pardon de paraphraser Claudel, mais il y a 1,4 milliard de Chinois et je ne les connais pas encore tous. Donc, je vais évitons ensemble de tirer des leçons définitives et péremptoires sur la Chine sur la base d'un échantillon qui est forcément toujours un peu réduit. Et puis surtout, tout change très très vite en Chine. C'est le premier message que je voudrais vous passer. C'est que ce que je vais essayer de vous dire aujourd'hui sera peut-être faux dans un mois. Et ça, c'est ma vie, mon expérience depuis que je vis en partie en Chine. C'est que le rythme d'évolution, de mutation économique, sociale, culturelle, un peu moins politique, de ce pays est extraordinairement rapide et beaucoup plus rapide que ce qu'on peut imaginer en Occident. Et j'essaierai de vous donner quelques exemples. Donc voilà un petit peu ce que je me propose de faire. Pardon, il y a un petit côté anecdote et café du commerce, mais je pense que c'est finalement plus vivant et en tout cas c'est ce que je vis aujourd'hui. Moi, le point, la première idée que je voudrais vraiment, sur laquelle je voudrais insister, c'est qu'on est dans un pays, je devrais dire un continent ou une culture qui est en ébullition économique et en ébullition sociale. Je vais essayer d'expliquer ce que je veux dire concrètement. D'abord, je voudrais, je le fais souvent quand on me demande de parler de la Chine, essayer de corriger quelques poncifs et quelques idées fausses qui sont encore très présentes dans les milieux économiques et politiques en France, notamment, pas seulement en France, mais en particulier en France. On a une vision de la Chine qui est, pour ceux d'entre vous qui ne la connaîtraient pas, peut-être certains d'entre vous la connaissent encore mieux que moi, donc je m'exprime avec humilité, mais on a quand même une vision stéréotypée de la Chine qui repose sur un certain nombre de clichés. Si j'en juge à la couverture de la Chine par la presse française, hélas, c'est assez caricatural, puisque le lundi, les grands titres, c'est « La Chine va nous bouffer ». Et le mardi, les grands titres, c'est « La Chine va s'effondrer ». Je caricature, mais c'est à peine. À peine. La réalité est quand même un tout petit peu plus complexe que ça. D'abord, et c'est le seul moment où je parlerai un peu de macro, sur le plan macroéconomique, on a une très forte croissance. Vous savez que la Chine est le seul pays qui, dans la catastrophe planétaire qui est la pandémie, arrive à continuer à croître
en 2020, ce qui est assez spectaculaire. Et puis, indépendamment de cette situation, le taux de croissance en Chine, dont chacun se plaît à disséquer la 4e décimale, ça occupe des armées d'économistes, alors même que je pense que le chiffre avant la virgule est faux, donc c'est peut-être pas la peine de passer autant de temps et il faut mieux regarder les tendances. Donc, le taux de croissance de la Chine baisse graduellement, mais remettons l'église au milieu du village. Il baisse parce que c'était prévu et c'est prévisible dans une économie émergente. Et même s'il baisse, j'avais cette discussion dans mes fonctions précédentes avec le ministre des Finances chinois un jour, même s'ils baissent et même s'ils sont à 5% de croissance par rapport à 6,50 ou à 10 il y a 15 ans, 5% appliqué à la base, qui est le PIB chinois aujourd'hui, en 5 ans ou en 4 ans et demi, la Chine produit en delta l'équivalent du PIB français. Donc ça vous donne quand même une image, une idée des ordres de grandeur. Donc, même si la croissance est plus faible qu'avant, elle est plus qualitative par ailleurs, on y reviendra, mais ça reste quand même des masses absolument considérables qu'il faut garder en tête. Il y a des risques, on le sait, dans l'économie chinoise, on les connaît, c'est le surendettement, c'est des plateformes, des collectivités locales qui ont planqué sous la moquette beaucoup de financement, donc de dettes pour elles, c'est des grands conglomérats proches du régime qui sont massivement endettés, qui ont fait tout et n'importe quoi. Alors, c'est traité à la mode chinoise, c'est-à-dire que un lundi, on découvre que le dirigeant de la société est en grave infraction avec la discipline du parti, comme on dit dans la langue locale, ce qui s'engrossit. Et puis ensuite, il disparaît, il revient en ayant fait son mea culpa, et entre-temps, un tombereau d'argent public, sans aucune contrainte de respect du droit communautaire, évidemment, s'abat sur l'entreprise et le gouvernement traite le sujet. Il le traite aussi de façon intéressante, on l'a vu récemment, il y a quelques défauts obligataires maintenant en Chine, même d'entreprises proches de l'État. Je pense que le gouvernement teste le marché pour voir s'il peut assainir d'une certaine façon le système économique de cette façon-là. Donc oui, il y a des risques en Chine, mais moi, je fais partie de ceux qui considèrent que les risques, ils ont jusqu'à présent été plutôt bien gérés et qu'ils vont continuer à être bien gérés. Il y aura des accidents, il y aura des implosions, il y aura des défauts, mais je ne crois pas du tout en un risque systémique sur la Chine. C'était le seul petit moment macro sur ce que je voulais vous dire. Deuxième chose que je voudrais corriger, mais peut-être le savez-vous déjà tous, la Chine n'est plus du tout, mais alors du tout, ce qu'on imaginait, c'est-à-dire l'atelier du monde. Ça voulait dire quoi, l'atelier du monde? Ça veut dire que les coûts de production sont tellement bas que c'est des usines partout. Et puis, il y a zéro créativité. On est là juste pour copier. Et comme on a des coûts de production très bas, on reproduit les modèles. Voilà. Et c'est fini. C'est fini pour deux raisons. Une, je ne sais pas si elle est positive ou négative, mais une autre est très positive. La première, c'est que les coûts de production en Chine ont explosé. Pour un certain nombre de raisons, notamment le fait que, heureusement, il y a un SMIC en Chine qui dépend des régions et qui augmente fortement, même s'il reste faible par rapport aux standards européens, mais il y a quand même une augmentation de 12-13% par an, donc les coûts de production augmentent vite. Ils intègrent maintenant des coûts environnementaux. Vous savez sans doute que la Chine se moquait largement de l'environnement avant, et que depuis quelques années, c'est devenu une priorité politique, mais une vraie, pas que de l'affichage. C'est en Chine, quand c'est décidé, c'est fait. C'est l'avantage de ne pas avoir de contre-pouvoir, si je peux me permettre cette remarque provocatrice. Et l'environnement est quelque chose qui est pris très au sérieux, et donc les coûts des entreprises intègrent la préoccupation environnementale. Donc les coûts de production augmentent. Et puis deuxième remarque, à laquelle je tiens beaucoup, parce que ça, je le vis tous les jours, la créativité en Chine est devenue extraordinaire. Je m'y arrête une seconde parce que j'ai participé il y a 10 ans, quand j'étais en Chine la première fois, à un espèce de Davos interne
qui était dans l'extrême nord de la Mandchourie, il faisait moins 42 degrés, c'était chauffé à l'intérieur, et c'était des chefs d'entreprise chinois qui, en chinois, et j'ai beaucoup de mal à suivre d'ailleurs, essayaient de discuter de l'avenir de la Chine devant des responsables politiques, bien sûr. L'un d'entre eux avait lancé un thème qui était en Chine, il n'y aura jamais de grandes marques. Alors qu'on a tout inventé, nous, Chinois, on a inventé la poudre, le thé, l'imprimerie, le sextant et tout ce que vous voulez. On a tout inventé, mais, et je vous pose la question à vous qui m'écoutez, combien de grandes marques chinoises pouvez-vous citer ? À part le très sulfureux Huawei, Haier qu'on voit chez Darty de temps en temps, et Xiaomi à Paris, et quelques autres. Est-ce que vous pouvez citer beaucoup de marques chinoises ? Non. Et donc, les patrons chinois se disaient, mais en fait, on a un énorme problème, c'est qu'on n'a pas de créativité chez nous. Et c'était très vrai, et c'est ce que tous les Occidentaux disaient, la Chine copie parce qu'il n'y a pas de créativité. Et l'un d'entre eux avait dit, et ça m'avait énormément frappé qu'ils le disent devant des responsables du parti qui, à ce moment, regardaient avec beaucoup d'assiduité leurs chaussures, on n'aura jamais de créativité parce qu'on est dans un pays où il n'y a pas de liberté de pensée et d'expression. 10 ans après, je vous rassure, il n'y a pas plus de liberté de pensée et d'expression en Chine qu'il y a 10 ans, mais la créativité a explosé. Et ce postulat auquel je m'étais, comme d'autres, associé, était faux. C'est-à-dire que dans un pays qui a le régime politique que vous connaissez, ce n'est pas l'objet de mon exposé, la créativité a néanmoins explosé. Nous investissons toute la journée dans des startups en Chine, et je peux vous assurer qu'il n'y a pas qu'une Silicon Valley en Chine. Il y en a partout. Il y en a à Shenzhen, qui est un pôle exceptionnel à côté de Hong Kong, une ville dont la moyenne d'âge est de 28 ans. Il y en a à Shanghai, il y en a à Pékin, il y en a à Wuhan, il y en a partout. Et la créativité est sans limite en Chine, avec un phénomène qui, les Chinois n'aimeraient pas qu'on dise ça parce qu'ils ont une relation compliquée avec l'Afrique, mais qui ressemble un peu à l'Afrique d'une certaine façon, c'est qu'on saute les étapes. Il n'y avait pas le téléphone fixe, on passe au portable. Les banques n'ont jamais vraiment bien fonctionné en Chine avec des services minables pour les clients. On passe directement au fintech. Donc, il n'y a pas la couche de legacy comme on a en Europe et aux États-Unis, avec une très grande lourdeur qu'il faut gérer. On saute les étapes et on va directement au but avec des entreprises qui se créent toute la journée pour faire face à des trous dans la raquette en termes de qualité de service. Moi, depuis que je suis en Chine, dans mes nouvelles fonctions, c'est-à-dire depuis 5 ans, je vais vous surprendre, mais je n'ai pas vu, je dis bien vu, un billet de banque et une pièce de monnaie. Tous les paiements se font de façon électronique en Chine depuis maintenant 5 à 8 ans. Tout. C'est-à-dire que, quel que soit le montant, dans des limites raisonnables de la vie courante, vous payez par WeChat ou Alipay, donc sur votre portable. J'ai même noté que Bouddha, très présent en Chine, malgré le régime et la théorie, Bouddha accepte les paiements électroniques puisque dans les temples, on peut faire des donations directement en payant avec son portable. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres des innovations en Chine. On n'a pas le temps de développer, mais s'il n'y avait qu'un message que j'aurais aimé que vous puissiez partager, c'est la puissance de l'innovation en Chine qui est absolument extraordinaire aujourd'hui. J'insiste parce que ce n'était pas le cas avant, honnêtement, et beaucoup d'entre nous, moi le premier, pensions que la Chine aurait toutes les qualités du monde qu'on veut bien lui donner, mais pas vraiment un pays d'innovation. Et si, c'est un pays d'innovation et on a beaucoup à apprendre. D'ailleurs, certaines entreprises européennes et américaines, je ne dirais pas copient, mais s'inspirent de ce qui se fait en Chine une fois que des procédés ou des idées ont été développés. C'est un pays avec une très forte capacité d'innovation aujourd'hui. Moi, je vois des entrepreneurs, j'allais dire toute la journée, un peu moins en ce moment pour des raisons Covid, des créateurs d'entreprises qui ne parlent pas un mot d'anglais, au fin fond de la Chine, qui me reçoivent en short et en tongs en général, avec devant leur aquarium qui porte bonheur, qui m'expliquent le business model de l'entreprise et qui, 5 minutes après, me disent « je vais être coté tel jour, telle heure, avec telle valorisation dans telle bourse ».
Donc, on s'intéresse beaucoup aussi aux conséquences financières agréables de l'innovation, en particulier la cotation. Bien évidemment, cette discussion sur la valorisation, la cotation, les stock options se fait sur un canapé sous la statue de Mao et le portrait de Xi Jinping. Cela va de soi. Ça s'appelle le socialisme aux caractéristiques chinoises. Pays qui bouge vite. Moi, je suis frappé de voir depuis, alors là, c'est 2 ans, des choses auxquelles je ne m'attendais pas du tout en Chine, en matière économique, en matière d'évolution de la réglementation et l'évolution des politiques publiques. Premièrement, la Chine a construit ses géants en refusant toute politique d'antitrust ou toute politique de régulation de la concurrence. C'était une horreur absolue du point de vue de quelqu'un qui connaît un peu le droit de la concurrence, qu'il l'aime ou qu'il ne l'aime pas, en Europe. C'est ainsi que se sont construites les grandes plateformes électroniques. Vous connaissez bien Alibaba, Jingdong, qui est moins connue mais qui est très puissante en Chine. Et depuis quelques années, je suis en train de m'amuser à regarder les textes en chinois dans ce domaine. Depuis quelques années sortent des projets de loi pour réguler, éviter les abus de position dominante, éviter les concentrations excessives et qui s'inspirent vraiment beaucoup de ce qui s'est fait en Europe, en espérant pour eux qu'ils n'aillent pas jusqu'aux excès qui ont parfois été les nôtres. Mais c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Deuxième chose encore plus surprenante, je n'aurais jamais pensé ça. Vous voyez, je vous disais au début, soyons humbles et méfions-nous de nos certitudes. La Chine est en train de développer une réglementation sur la protection des données privées, ce qui est pour moi incroyable. Les Chinois se sont toujours moqués complètement de la privacy. Ils savent très bien de toute façon que le gouvernement a accès à tout. Mais le fait de donner des tas de données privées à des plateformes de e-commerce ou de fintech, je l'ai vu moi en réel à Shanghai, j'en avais les cheveux qui se dressaient sur la tête, ça n'a jamais gêné qui que ce soit. Eh bien, depuis 6 mois, la Chine est en train de mettre en place un dispositif de protection des données privées qui, je pense, sera à des années-lumière quand même de ce que nous essayons de faire en Europe, avec quelques difficultés, où le gouvernement aura évidemment, dans le cadre de la protection de l'harmonie sociale, comme on dit en Chine, un accès très privilégié à ces données, mais il y aura quand même quelque chose qui va être fait dans le domaine de la privacy des données, ce qui est nouveau. Troisième évolution, mais ça vous le savez, l'environnement, qui était vraiment, tout le monde s'en moquait complètement en Chine il y a 10 ans, il y a 15 ans. Les Chinois, d'ailleurs, quand on leur en parlait, ils nous disaient, écoutez, arrêtez de nous donner des leçons, l'Occident s'est développé en polluant, c'est notre tour, on a besoin de sortir 400 millions de Chinois de la pauvreté et accepter qu'on pollue un peu. C'était c'était vraiment le cas. Depuis, la Chine a pris le taureau par les cornes en matière d'environnement. Ils ont vraiment fait des choses. Excusez-moi, je ne comprends pas. Pardon, c'est mon Siri qui marche tout seul. Ils ont vraiment fait des choses, même les Français, qui ne sont pas la population la moins critique, qui habitent à Pékin, vous diront que le niveau de pollution à Pékin a baissé, ce qui est quand même, c'est pas vraiment prévisible. On a même, le gouvernement français s'est même appuyé au moment de la COP 21 sur la Chine pour faire avancer, pouvoir faire accoucher de l'accord de Paris. Donc c'est quelque chose qui était inattendu et qui est une vraie évolution très importante en Chine aussi. Donc il se passe des choses qui sont souvent difficiles à prévoir, avec une vitesse qui est stupéfiante. Ce qui me frappe aussi en Chine, c'est l'absence totale d'inhibition. C'est-à-dire que les Chinois ont pardon de cette sociologie de comptoir pendant quelques secondes, ont un rapport au risque et une aversion au risque totalement différente de ce qu'on peut avoir en France et en Europe. C'est d'ailleurs extrêmement intéressant quand on vit comme moi dans le mélange de ces deux cultures dans le domaine business, de voir qu'un projet industriel, par exemple, n'est jamais vu de la même façon en Chine que ce qui peut être vu en France. C'est très intéressant de se frotter à cette différence de culture et d'essayer de prendre évidemment le meilleur des deux côtés. Enfin, quand je parlais d'ébullition sociale, alors je vous rassure, ce n'est pas des troubles sociaux et une ébullition sociale au sens où on l'entend habituellement, le régime tient le pays est tenu.
Je parlerai plutôt d'ébullition sociétale, au sens où beaucoup de choses changent dans l'attitude des Chinois, dans le domaine notamment économique et culturel. Quelques exemples. L'aspiration à la consommation est très importante. Hein. On a 300 à 400 millions de Chinois de revenus intermédiaires, comme on dit, qui veulent consommer et qui ont des exigences en matière de consommation, de qualité des produits, à des années-lumière de ce qu'on a pu connaître il y a 10 ans. Sont ainsi en train de se créer des grandes marques chinoises, enfin, en matière dans des produits de consommation, avec, et moi ça me frappe énormément, un renversement de la préférence nationale, enfin un renversement de la préférence des Chinois dans l'arbitrage entre produits internes, nationaux et produits extérieurs. Il y a 10 ans, quand j'étais en Chine pour la première fois, aucun de mes amis n'aurait acheté une voiture chinoise. Aucun. Il fallait acheter une voiture étrangère et, pardon, si possible, allemande. Le parc automobile de Zhongnanhai, c'est l'Élysée, Matignon, enfin, c'est le centre du pouvoir derrière la cité interdite, c'était un showroom d'Audi, et avec des Audi noirs. 10 ans après, aucun de mes amis, d'abord, n'achète de voiture quand ils sont en ville, et pour ceux qui voudraient acheter une voiture, ils veulent acheter chinois. C'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que d'abord, techniquement et en termes de design, on ne s'y attendait pas. Ils considèrent que les produits sont supérieurs, et franchement, ils n'ont plus rien à envier à nos produits à nous, hein, il faut le reconnaître. Et puis deuxièmement, il y a une fierté nationale qui est en train de se reconstituer pour des tas de raisons, qui fait qu'il y a naturellement, et par les incitations du gouvernement, il ne faut pas être naïf, une préférence pour les produits nationaux qui est en train de se créer. C'est la même chose. Alors les automobiles, peut-être que vous le saviez, mais vous allez peut-être être plus surpris de m'entendre dire que même dans des domaines de grande consommation, la cosmétique, par exemple, avant, c'était évidemment, on achetait, quand on avait les moyens, hein, on achetait des produits, je n'ai pas cité de marque, mais européens ou américains. Maintenant, il y a des marques chinoises qui mettent en avant le savoir-faire, la tradition, l'histoire de la Chine et qui commencent à marcher très, très bien. D'ailleurs, on y croit puisque nous, on a mis notre argent dedans. Hein, donc, tout ça pour vous dire que nous croyons à ces développements. En matière d'électroménager, pardon d'être très concret, avant, il fallait acheter Philips ou Krups ou whatever. Maintenant, il y a des marques, et on le payait 2 fois plus cher qu'en Europe. Hein. Et maintenant, il y a des marques chinoises qui se développent et qui commencent à performer. Donc, tout ceci change. Je terminerai pour essayer de respecter le créneau qui m'a été imparti et surtout avoir le temps d'essayer de répondre à des questions, en vous disant que, et je fais le lien avec ce que l'orateur précédent a dit, et je suis complètement d'accord, en vous disant qu'on assiste à une Chine qui, pour nous, Européens, est en train de monter en puissance, mais qui, pour les Chinois, est en train de revenir à sa place. C'est-à-dire qu'on sort de 150 ans de parenthèse d'humiliation. Ça, moi, j'ai eu des responsables politiques chinois qui m'ont dit ça. C'est quelque chose qui est vécu comme ça. Le début, c'est les guerres de l'opium. D'ailleurs, il m'est arrivé un jour d'entendre un Chinois me dire, parce qu'il trouvait que j'étais trop arrogant sur l'Europe et sur les autres continents, de dire que les guerres de l'opium étaient terminées, que voilà, il fallait comprendre que les choses avaient changé. Donc cette période d'humiliation se termine et la Chine reprend la place qu'elle estime devoir mériter et qu'elle avait dans le passé. C'est en tout cas la façon dont il le voit. Alors, ça donne lieu, si je le dis positivement, à une résurgence de la fierté nationale, qui n'est pas un sentiment forcément négatif, une chose négative. Ça peut donner lieu à une certaine arrogance qu'on a vue récemment, je trouve, et qui a beaucoup desservi la Chine. Voilà, chers amis, ce que je pouvais vous dire dans le laps de temps qui m'était donné. C'était très décousu, j'en suis désolé, pas très construit, mais j'essayais de vous donner des exemples concrets qui repose sur ma vie quotidienne la moitié du temps en Chine. Merci de votre attention. Et s'il y a quelques questions, je peux tenter d'y répondre avec d'autres. Merci beaucoup. Merci Bruno Bézard. C'était une intervention vraiment très intéressante. On sent votre expérience concrète et très actuelle de la Chine. Et effectivement,
vos propos ont fait tomber quelques idées reçues que nous pouvons avoir sur la Chine. Donc, déjà, merci pour cela. Votre intervention a suscité de l'intérêt puisque, effectivement, un certain nombre de questions ont été posées. Donc, Mélodie va reprendre quelques-unes d'entre elles pendant les 5-6 minutes que nous avons pour les questions. Oui, Loïc. Alors, on a déjà une première question de Véronique Rochy qui demande très concrètement, pour vous, quelle est la différence entre l'innovation et la créativité? Et dans ce cadre-là, est-ce que la notion de contrôle dont vous parlez, c'est l'avenir innovant que nous voulons? Je suis désolé, je n'ai pas entendu la deuxième phrase de votre question. Donc, la différence entre l'innovation et la créativité de la part de Véronique Rochy, et dans ce contexte-là, cette notion de contrôle, est-ce que c'est l'avenir innovant que nous souhaitons? Je ne suis pas sûr de bien comprendre le sens de cette phrase, la notion de contrôle et sélectif. Vous parlez de quel contrôle? La personne parle de contrôle politique, peut-être? Peut-être que Véronique peut préciser l'élément en question dont vous questionnez, mais peut-être, mais en tout cas, le premier point de son interrogation, c'est la différence entre l'innovation et la créativité. Oh, je ne sais pas si je vais me lancer dans un long débat sémantique. Ce que je dis simplement, c'est qu'il y a en Chine, et j'ai insisté lourdement sur ce point parce que ce n'était vraiment pas prévu. Personne ne s'y attendait. On pensait que la Chine allait continuer sur une dynamique consistant à s'inspirer de ce qui se fait à l'extérieur pour l'adapter, mais ils sont en train de construire leurs propres innovations, et ça, c'est extrêmement frappant. L'innovation, c'est une idée. La créativité, c'est aussi transformer une idée en un projet. Et la créativité, c'est aussi de faire en sorte que ce projet se développe et fasse un sens. Et derrière, il y a de l'esprit entrepreneurial. Je n'ai pas eu le temps d'insister sur ce point, mais si j'avais eu quelques minutes de plus, j'aurais vraiment insisté sur quelque chose qui est très frappant, parce qu'un Français ne s'y attend pas en arrivant en Chine. C'est l'esprit entrepreneurial. C'est un pays de commerçants et d'entrepreneurs. On ne s'y attend pas quand on ne connaît pas la Chine, quand on connaît, on le sait, et c'est sans limite, avec deux caractéristiques qui frappent toute personne qui va en Chine, c'est, comme on dit en anglais, scale, donc le volume, la taille, et speed, la rapidité. D'accord. Une autre question de Mathias de Brienne qui demande quel est le soutien ou pas du système éducatif chinois à la créativité que vous détaillez. C'est une très bonne question. Alors, je ne suis pas expert du système éducatif. Je pense qu'il est quasiment nul. C'est d'ailleurs un grand mystère. C'est-à-dire que je pense que le système éducatif chinois, pardon, je ne suis pas expert, je ne suis pas certain de ce que je dis, mais c'est mon impression. Si j'en juge, par exemple, aux jeunes collaborateurs avec lesquels je peux travailler en Chine. Le système éducatif chinois ne pousse pas du tout à la créativité. Il pousse encore moins, vous ne serez pas surpris, à l'esprit critique, pour des tas de raisons, notamment politiques. Et malgré tout, il y a de la créativité très forte en Chine, en tout cas qui se développe très vite. Vous avez raison, enfin, en tout cas derrière la question, il y a un paradoxe que je ne sais pas expliquer. Une autre question qui est propre à un témoignage de Claire de Foucaron qui dit « Depuis mon séjour à Shanghai en 2013, j'ai l'impression qu'il y a également une évolution sur le plan de la protection de la propriété intellectuelle, car apparemment certaines entreprises occidentales ont même eu de gain de cause en justice. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous en parler ?» C'est tout à fait exact. Il y a 10 ans, quand j'étais à l'ambassade, je m'occupais d'un certain nombre de sujets et je regardais de très près l'IP, la propriété intellectuelle. Bon, c'était caricatural, hein. On se faisait piquer tout. Nous faisions de belles représentations en chapeau à plumes au ministère de l'économie chinois qui nous disait cause toujours. Enfin, c'était dit très poliment et avec du thé, mais c'était en gros ce qu'on nous disait. 10 ans après, la Chine a créé des cours de justice spécialisés dans la propriété intellectuelle, a mis en place un texte de loi. Alors, il ne suffit pas d'avoir un texte de loi et des cours, en particulier juste en Chine, pour que ça fonctionne de façon équilibrée et loyale. Mais je vais vous surprendre, nous avons, j'y ai un peu participé, réussi, par exemple, à gagner un procès devant la Cour de cassation en Chine pour une entreprise française, ce qui était impensable, à mon avis, il y a 10 ans. Donc oui, ça progresse énormément, et je vais vous dire, ça ne progresse pas pour nous faire plaisir.
Ça ne progresse pas parce que des gens comme moi et d'autres ont fait des représentations pendant des années en disant qu'il faut que vous fassiez quelque chose. Ça progresse parce que les groupes industriels chinois, entre eux, en ont besoin. Et c'est parce que l'industrie chinoise s'est énormément développée. Et une boîte comme, on va dire Haier, pour ne pas parler du sulfureux Huawei, mais c'est la même chose, ou Xiaomi ou d'autres, déposent des milliers de brevets chaque année, et parce qu'eux-mêmes ont besoin de protéger leur propriété intellectuelle. Je vois arriver d'ici rapidement un débat un jour avec des Chinois disant que les Occidentaux volent l'IP, ça serait amusant, des Chinois. Je pousse un peu loin, mais on n'en est pas si loin. Donc oui, ça a énormément progressé. Ce n'est pas encore parfait, mais ça a progressé.